Vous nous répondez Bonjour. depuis votre désormais célèbre cuisine. Le confinement a été prolongé, a fait savoir l'Élysée hier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, on va pas critiquer cette décision, mais il faut savoir que le confinement, c'est un pis-aller. Là, ce qu'on fait, c'est juste ce qui se pratiquait pour la peste au Moyen-Âge. C'est on enferme les gens chez eux. Le problème, c'est que ça doit se conjuguer avec une chose, c'est des tests, des tests, des tests. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le disait. On a vu ce qui s'est passé en Chine ou en Corée du Sud, ça a marché parce qu'il y avait des tests. On voit ce que fait l'Allemagne qui envisage là en ce moment de faire 500 000 tests par jour et qui, elle, vient d'amorcer le début du déconfinement pour le 19 avril. Ils pensent sortir du déconfinement. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé. Si on garde confiné tout le monde juste parce qu'on ne sait pas qui est confiné, ça peut durer très longtemps et ça peut durer une éternité, cette histoire. Là, j'ai un article du Courrier Picard simplement. Du journal de Mon Coin, puisque je suis à Amiens dans la Somme, qui interroge un labo privé qui vient de se mettre au test, et le labo privé, un médecin biologiste, dit qu'il compte augmenter la cadence en attendant que les pouvoirs publics décident d'une montée en puissance du dépistage. On se demande ce qu'ils attendent. Ça fait plus d'un mois. Pour moi, il y a un mois de perdu dans la montée en puissance vers le dépistage. On sait que les labos publics, là on parle d'un labo privé, donc qui ne sont pas mobilisés fortement, mais les labos publics, eux aussi, on vient juste de décider de les mobiliser là, en tout début de semaine. Donc on a perdu un mois alors que ces labos pouvaient faire 150 000 à 300 000 tests par semaine. Donc si on ne teste pas, eh bien, le truc, c'est qu'en plus, on a transformé notre nullité en doctrine. Comme on ne sait pas tester, comme on n'a pas les moyens de tester, comme le gouvernement n'a pas prévu le truc et ne s'est pas donné le moyen de tester, il en a fait une doctrine en disant on n'a pas besoin de tests. Et puis on va en sortir et puis on va dire finalement, il y a besoin des tests, puisqu'ils ont déjà fait le même coup sur les masques au départ. Et la doctrine, c'était qu'il ne fallait pas de masque pour tout le monde, voire que même pour les soignants, ce n'était pas nécessaire. Et puis maintenant, la doctrine, c'est qu'il va en falloir pour tout le monde. Donc, François Ruffin. Oui, François Ruffin, dans la doctrine, dans la nouvelle doctrine, il y a effectivement éventuellement des tests, il y a aussi éventuellement du traçage. Est-ce que vous, François Ruffin, vous allez télécharger l'application Stop Covid que le gouvernement envisage de développer pour identifier les chaînes de transmission ? Je ne vais pas me montrer fortement hostile à ça. Maintenant, je vais vous dire ce qui est. C'est qu'on vit vraiment le temps de la Startup Nation, c'est-à-dire qu'au moment où on n'arrive pas à fournir du gel hydroalcoolique, des masques, des tests, des choses de base comme des respirateurs, comme des surblouses, qu'imagine la majorité gouvernementale, c'est de mettre en place une application qui, nous dit-on, j'ai entendu Cédric O, le ministre en charge ce matin, sera utilisée possiblement dans plusieurs semaines, c'est-à-dire entre 6 à 10 semaines, on ne sait pas trop. La question, c'est maintenant, si jamais on fait un traçage, mais qu'on n'a pas les moyens de pister, de savoir de tester, si on n'a pas les moyens de tester, le tracking va servir à rien du tout. Donc là, leur obsession devrait être tous les matins de se lever en disant des tests, comme le dit le président de l'Organisation mondiale de la santé, et pas d'espérer que les startups vont apporter une solution stop Covid pour dans 6, 10, 12, 14, 15 semaines, on ne sait pas trop. Donc là, aujourd'hui, le truc, c'est des tests. Vous l'avez dit. Quand Libération, ce matin, le quotidien Libération, qu'on voit ici, parle de liberté confinée, craignant que les mesures d'exception perdurent après la fin de la crise. Est-ce que vous aussi, vous avez peur pour les libertés en France ? C'est une évidence que quand des échelles quand on franchit des moments comme ça, dans des moments comme ça, des certains degrés, le retour en arrière, il va être bien difficile. Moi, je vois déjà arriver le moment où à chaque pic de canicule qu'on va avoir ou à chaque pic de pollution qu'on aura, on nous dira qu'il faut rester confiné, que ce qui était une mesure d'ordre exceptionnel devienne une mesure habituelle. Et je veux dire ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'à défaut de répondre par des mesures sanitaires, on répond par des mesures policières. Je ne dis pas que le confinement n'était pas utile dans un premier temps, mais si ça n'est pas accompagné de fortes mesures sanitaires, et je le répète, il y a une mesure et une seule, c'est des tests. Vous avez assez tôt, et vous le faites encore aujourd'hui, vous avez assez tôt refusé de participer au Front commun. Pour vous, l'union nationale, c'est non. Non, pas d'union moi nationale. Je suis pour l'union derrière les soignants, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas pour l'union derrière le gouvernement, ça sera jamais. Je ne suis pas pour l'union derrière Macron, ça ne sera pas une minute de ça. D'abord, pourquoi ? Parce qu'ils ont une responsabilité dans le traitement de la crise sanitaire. Ça fait 2 ans qu'ils sont alertés par les médecins, qu'ils sont alertés par les infirmiers et par un certain nombre de députés qui relaient ces alertes à l'Assemblée nationale sur les difficultés de l'hôpital public. Ça fait maintenant 1 an qu'il y a 240 services
d'urgence qui sont en grève. Il y a eu une manif, les infirmiers se sont mis de l'insuline, injecté de l'insuline pour protester. Il y a eu la démission de 1000 praticiens des hôpitaux et tout ça, ça a été en vain. Ils n'ont essuyé que le silence et le mépris. Mais et donc, c'est pas dans un moment comme celui-là qu'on va nous dire maintenant, vous mettez garde à vous et c'est silence dans les rangs. D'autant que cette crise, elle est traitée de manière politique. C'est pas comme s'il n'y avait pas de politique à l'intérieur de cette crise. Quand on fait un budget rectificatif et que dans le budget rectificatif, on dit il y aura 0 € pour les hôpitaux, mais il y aura 4 milliards d'euros pour les start-up, 4 milliards d'euros pour les start-up, 0 € pour les hôpitaux, je répète. François Ruffin, vous avez parlé de lutte des classes dans la gestion de la crise sanitaire. C'est ce que vous voulez dire? Vous avez l'impression que l'État gère avec de la lutte des classes cette crise sanitaire? Oui, mais je veux dire d'abord que là, il y a besoin de diriger l'économie et que l'économie, elle n'est pas dirigée quand on me donne 4 milliards d'euros pour les startups et qu'on dit 0 € pour les hôpitaux et que pendant ce temps-là, les hôpitaux, ils font la manche par des camions solidaires sur Litchi pour pouvoir avoir de quoi s'acheter des respirateurs et ainsi de suite. C'est pas digne. On a l'impression d'être dans un pays sous-développé quand il faut faire la manche. Les soignants doivent faire la manche pour avoir des blouses, des surblouses et pour avoir des masques. Donc c'est pas digne. Mais ensuite, oui, moi, dans les premiers temps du confinement, quand j'ai vu que les travaux dans le bâtiment se poursuivaient en face de chez moi et que j'avais des infos que chez Amazon, toujours à côté de chez moi, chez Dunlop ou chez Valeo, on continuait à envoyer les ouvriers dans des endroits où on sait qu'il y a eu des cas de Covid-19 et qu'ils étaient en contact les uns à côté des autres. Quand je vois des photos du métro parisien avec les gens qui sont côte à côte les uns à côté des autres parce qu'ils doivent aller travailler, quand je vois que la filière automobile, là, elle se remet en marche, est-ce que la vie des ouvriers, elle vaut autant que la vie des cadres? Les cadres qui vont pouvoir se retrouver en télétravail, comme je le suis, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous, mais pour les ouvriers, c'est pas traité de la même manière. Donc, mais est-ce qu'il aurait fallu... J'entends ce que vous dites, mais il aurait fallu quoi? Il aurait fallu fermer tous les supermarchés, arrêter tous les transports, arrêter de nettoyer les villes pour que plus personne ne travaille? Non, j'entends absolument qu'il y ait, dans ce moment-là, des activités essentielles à la vie de la nation. Mmh. Est-ce que vous avez énoncé, à savoir les hôpitaux, à savoir le nettoyage des villes pour pas que les rats se réinstallent, les supermarchés y appartiennent, et je dirais l'agroalimentaire aussi pour pouvoir notre approvisionnement, ou encore l'industrie pharmaceutique, si on la mettait à fabriquer des tests, à fabriquer des médicaments et ainsi de suite pour la crise qui est en cours. Maintenant, il y a un certain nombre d'activités qui sont pas essentielles. Les embrayages, c'est pas essentiel. Les cockpits d'avion, c'est pas essentiel. Les rétroviseurs, c'est pas essentiel. Et tout ça, ça fonctionne, ça doit recommencer à fonctionner comme si de rien n'était. Je pense que c'est pas... Ou alors, comment ça se fait que quand on est dans le cadre du travail, on ne va pas contaminer, alors que quand on est dans le cadre privé, là, on doit se confiner au maximum. Il y a quelque chose qui est absolument pas logique là-dedans. François Ruffin, on va essayer de parler du monde d'après. Il nous reste quelques minutes. Vous avez dit qu'il faut faire de cette crise quelque chose de très positif. Très bien, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous avez des idées? Par exemple, est-ce qu'il faudra en profiter pour rester un peu plus frugaux, pour ne pas dire décroissants? Ouais. Bon, c'est parti d'une phrase, vous savez, de GB, qui était donc un dessinateur de Charlie Hebdo, qui avait dit dans un film L'an 01, Absolument. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Bon, ben nous, on s'est dit, bon, puisqu'on est obligé d'arrêter, autant réfléchir et que ça soit pas triste. On voit ce que veut faire le gouvernement, ce que veut faire Bruno Le Maire, et il l'énonce à la sortie de cette crise. Pour rattraper les déficits, pour rattraper les points de croissance, il va falloir travailler plus, pour produire plus, pour consommer plus. C'est leur logique de concurrence, de compétitivité, de mondialisation, de croissance depuis maintenant 30 à 40 ans. Là, on a l'occasion d'une bifurcation, parce qu'il faut se dire que leur politique, elle nous mène droit dans le mur, et que cette histoire de Covid-19, ça n'est malheureusement, et on le devine et on le pressent, qu'une répétition générale de troubles qui vont être beaucoup plus importants avec les crises climatiques qu'on va avoir. On réfléchir pour faire quoi? Là, aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de voitures, il y a moins de consommation. Est-ce qu'on en profite pour garder cette espèce de frugalité, pour ne pas dire décroissance? Dans une certaine mesure, oui. Il faut que la frugalité soit faite de justice, c'est-à-dire consommer moins, répartir mieux. C'est-à-dire que c'est pas sur les plus pauvres d'entre nous ou les plus précaires d'entre nous. François Ruffin, consommer moins, ça fait moins de boulot pour les gens? Non, mais oui, aujourd'hui, il va falloir... Vous savez, Keynes disait qu'à la fin du XXe siècle, il y aurait besoin de travailler moins de 20 heures par semaine.
Pourquoi? Parce que les besoins économiques seraient remplis. On est largement en mesure de remplir les besoins économiques. Maintenant, est-ce que notre priorité aujourd'hui, c'est la 5G ou c'est la santé? On voit quels ont été les choix des gouvernements successifs. Ça a été de se dire, ben voilà, ce qu'il nous faut, c'est la 5G, la 5G, la 5G, la 5G. Le progrès, c'est ça, et c'est pas le progrès humain. Moi, je dis moins de biens, plus de liens. Je dis par exemple, pour parler des avions, je dis que je suis favorable à des quotas de consommation de CO2 et que, en effet, les riches soient plafonnés pour ce qui est de leur consommation de CO2, notamment pour le transport aérien. Moi, je vois aujourd'hui deux mesures essentielles. L'une qui est une mesure économique de relocalisation des productions. Et cette relocalisation, elle ne se fera pas tout seul. Il y aura un certain nombre de traités européens et de traités internationaux de l'Organisation mondiale du commerce qu'il faudra briser pour réobtenir des productions en France sur l'industrie de santé, mais pas seulement sur l'industrie de santé. Et le deuxième qui ressort de cette crise qui est évidente, c'est l'inversion de la hiérarchie des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi journaliste pour vous ou pourquoi député pour moi, ça serait des métiers qui seraient plus valorisés. On le voit bien que les métiers qui sont les plus utiles, parce que je vois qu'il y a la volonté de donner la reconnaissance de la nation François Ruffin, faut aux que je vous soignants, interrompe. aux caissières de supermarchés et ainsi de suite. La reconnaissance de la nation, elle ne doit pas seulement se traduire par des mots, elle doit à un moment se traduire par des gestes, qui est de permettre une égalité entre les citoyens et une égalité aussi dans les salaires. Merci beaucoup François Ruffin qui nous a répondu pour les 4 vérités depuis sa cuisine de Amiens dans la Somme. Merci monsieur et Samuel, c'est à vous. Très bonne journée à vous.